Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien ce soir. Je suis ravie de vous retrouver pour votre débat autour de l'économie qui vous concerne. Ce soir, nous invitons des chefs d'entreprise pour parler des événements qui se succèdent ces dernières semaines. Ils en sont partiellement concernés. Alors que le peuple demande le changement du pouvoir politique actuel, des hommes d'affaires sont sous les feux brûlants des projecteurs. Une opération anticorruption vise les chefs d'entreprise et en fait carrément une bête à abattre. Le chef d'état-major, vice-ministre de la Défense, dans son dernier discours, promet de nettoyer le pays de la corruption et des corrupteurs. Alors, sommes-nous en train d'assister à la chute d'une partie importante de l'appareil de production que sont les entreprises? Quel est l'impact de ces arrestations, de ces interdictions de sortie de territoire sur le moral des chefs d'entreprise, alors que les travailleurs ont aujourd'hui battu le pavé en force? Où se situe le patronat par rapport au bouleversement politique? Nos invités sont là pour donner leur point de vue et leur analyse de la situation. J'ai le plaisir de recevoir M. Abdellatif Hamamda. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Holtex Group. Merci d'être avec nous. Je reçois également M. Nadir Charrouk. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le propriétaire de l'entreprise Kit Construction. Merci d'être avec nous. Merci. Et le plaisir également de recevoir M. Mohamed Erzqi Aberkan. Bonsoir. Bonsoir. Le président directeur général de Sogé Métal. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Merci pour Alors, l'invitation. commençons par ce qui a animé l'actualité de ce jour. Les travailleurs affiliés au syndicat autonome et également affiliés à l'UGTA ont marché à travers le pays, notamment à Alger, en force. Une véritable démonstration de force a eu lieu à l'occasion de la fête des travailleurs. Évidemment, ce n'est pas pour fêter la fête des travailleurs, mais c'est pour revendiquer, pour les revendications politiques de changement du pouvoir en place. Alors, première question, comment expliquer aujourd'hui, et ça a été dit à plusieurs reprises sur le plateau de cette émission, comment expliquer que les patrons, que les patronats, de manière générale, ne soient pas partie prenante, en tout cas médiatiquement, ils ne sont pas partie prenante de ce mouvement du 22 février qui appelle à un changement radical. Alors on commence par vous, Nadir Charrouk, allez-y. Merci, je vous remercie de nous avoir invités. Bon, vous nous dites que le patronat, nous sommes avant tout des citoyens. Et nous participons à la vie active de nos ouvriers, de notre personnel, et la vie quotidienne. Lorsque je dis le mot citoyen, je parle de ma vie. Avant que je sois patron, j'étais élève, étudiant, salarié. J'ai connu le salaire et après j'ai décidé d'activer, j'ai eu la chance et je dirais par la bonne volonté que de mon expérience de monter cette boîte. Alors je me suis dit personnellement je ne suis pas inquiet pour l'avenir parce qu'on s'est libéré les esprits. Le fait que nous disons que maintenant nous touchons le problème de doigt, de dire allez, on arrête on arrête ce partage illégal de richesses. Une entreprise qui rame des années pour faire un petit chiffre d'affaires et qu'elle ne peut pas avoir un avantage, ni une assiette foncière, ni un crédit bancaire, et d'autres prennent au coup de téléphone. Alors, cela, c'est un problème que nous-mêmes, nous l'avons. Moi, personnellement, ce qu'on suit dans les médias, je l'ai très mal pris. Je pars dans des banques et je demande un crédit de 20 millions de dinars pour financer un projet. On me dit, monsieur, vous n'avez pas de garantie. Parce que je vis dans la location, parce que j'habite un F3 dans une cité, je fais travailler 70 salariés qui vivent et que je vous dis, vous avez évoqué le mot syndicat, nous le 1er mai, je peux vous montrer des photos, on travaille, on se réunit, on a pris cette tradition depuis 2009, à midi on déjeune ensemble, avec nos ouvriers, l'ensemble du personnel, on parle un peu d'avenir. Vous ne les faites pas travailler, rassurez-moi. Non, excusez-moi, je vais vous dire, je vais être très honnête avec vous. En fait, vous les conviez à un déjeuner. Excusez-moi, nous sommes une famille. Parce que dire patron, le patron qui n'est pas le grand frère, qui n'est pas le père, je vous dis, moi, si j'avais le pouvoir dans ce pays, j'aurais éliminé beaucoup de jours de fériés parce qu'on a besoin d'apprendre à travailler. On a besoin d'apprendre à travailler. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de revendiquer.
chacun doit revendiquer ses Mais pour droits. revenir à la posture du chef d'entreprise, maintenant vous l'êtes, vous dites vous employez 70 salariés. Quelle est votre posture par rapport à toutes ces revendications, par rapport à ces mouvements qui sont en train de se traduire? Aujourd'hui, on a vu les travailleurs sortir autant que nous les voyons les vendredis aussi. Oui. Quelle est la posture du chef d'entreprise par rapport à... Vous avez évoqué, je vous remercie, vous nous avez interpellé sur un débat auparavant. Vous avez évoqué deux grosses boîtes, Torsiali et Fairphos, par exemple. Moi, je vous dis, et attendez, lorsque les entreprises mixtes, soi-disant algériens et étrangers, et qu'on utilise les avantages de ces entreprises mixtes pour transférer des devises et un peu faire souffrir le personnel algérien, je ne suis pas d'accord. C'est que les travailleurs ne se font pas payer et que le soi-disant l'actionnaire turc a carrément transféré de l'argent illicitement, je ne suis pas d'accord. Alors que tuer l'industrie en Algérie pour faire plaisir aux sociétés mixtes, personnellement, je ne suis pas d'accord. Je reviendrai après sur le débat. Mais selon, moi je dis, on est le 1er mai 2019. Il ne faut plus interdire aux Algériens de dire leurs pensées. L'Algérien est libre. C'est une fierté pour toute l'Algérie. Oui. Que l'Algérien sort d'une manière démocratique, d'une manière disciplinée, qu'il revendique ses droits. Moi, je trouve qu'on doit applaudir cela et qu'on doit justement créer un vivier et réfléchir pour ne pas créer une discorde, mais créer un vivier pour qu'on crée une nation très développée au futur. Alors, Monsieur Aberkan, est-ce que vous pensez, vous, de votre côté, que les chefs d'entreprise ont leur place? Parce que voilà, je pense qu'on a mis on a commencé, enfin, on est rentré dans le vif du sujet qui consiste à dire qu'actuellement, et malheureusement, heureusement ou malheureusement, hein, c'est encore une fois très difficile de juger la situation actuelle, les chefs d'entreprise sont sous les feux des projecteurs et ils sont aujourd'hui acculés. Est-ce que vous avez le sentiment que le chef d'entreprise aujourd'hui a du mal à dire oui, je suis patron d'entreprise et fier de l'être au moment où d'autres sont traduits en justice? Alors, avant tout, je voudrais, permettez-moi de féliciter et saluer les travailleuses et les travailleurs à l'occasion de la fête du 1er mai. Ce que vit actuellement notre pays, c'est la marche de son histoire, est émouvant, mais en même temps inquiétant sur le plan économique. Depuis le 22 février, les revendications de la société sont tout à fait légitimes. C'est une émission économique. Nous allons nous atteler à rester dans l'intervalle de ce qui nous est... oui, dans le créneau économique, dans le créneau que vous nous avez donc indiqué. La situation économique est très grave aujourd'hui. Pour répondre à la question, quelle est la place du chef d'entreprise dans ce mouvement? Effectivement, nous sommes émus, nous sommes partie prenante, nous le revendiquons à notre manière, nous n'avons peut-être pas nécessairement la possibilité de nous réunir et d'aller faire une marche commune, bien qu'une marche était prévue le 5 mars dans la wilaya de Tizi Ouzou, pour justement, dont le thème était surtout l'investissement dans une wilaya, dans d'autres aussi, qui est totalement sinistrée sur le plan de l'investissement, mais il y a des raisons aussi. Nous avons décidé d'y remédier. C'était organisé avec M. Albrab, qui malheureusement aujourd'hui, son sort nous inquiète énormément. Nous avons donc décidé de ne pas marcher pour éviter des risques, notamment dans une wilaya perturbée par plusieurs distorsions, des risques de dérapage. Aujourd'hui, c'est difficile de revendiquer qu'il y ait, voilà, comme disait Nadir Chorouk, une équité dans l'octroi des crédits, dans l'accès à l'investissement, dans l'accès au foncier. C'est une revendication comme une autre qui doit aussi s'inscrire dans la durée, dans cette république que nous voulons tous voir émerger. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est trop tôt?
Alors, moi, je ne voudrais pas être alarmiste ni nihiliste. Il y a eu des progrès, il faut le reconnaître. Depuis 10 ans, c'est vrai que le patronat avait, à force de revendiquer les différents thèmes sur les discordances à accéder soit au crédit, soit au foncier, soit à certaines activités qui étaient réservées à certains privilégiés. Non, entre-temps, les choses ont évolué. Il faut le dire, sinon ce serait ne pas reconnaître les différentes phases évolutives des différents gouvernements qui se sont succédés. Il y a encore des obstacles, ça c'est sûr. Et si on veut libérer l'initiative managériale, l'initiative des chefs d'entreprise, il y a aussi un thème qui circule actuellement dans les réseaux, c'est la dépénalisation de l'acte de gestion. Et là, si à un chef d'entreprise vous lui opposez le code pénal, il ne peut plus avancer. L'initiative est annihilée complètement. Oui, oui. Et ça touche notamment les EPE, notamment. Ça notamment touche les la production, ça touche la productivité, ça touche la valeur ajoutée, ça touche la croissance. Abdelatif Hamdou, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise peuvent eux aussi s'inscrire dans la même dynamique, à savoir revendiquer ce qui aurait dû leur être dû en tant que producteur de richesse? Ce que je pourrais dire, déjà pour commencer, la première des choses, c'est que moi je salue en cette journée-là, c'est tout d'abord ce rassemblement qu'on a appelé le Hirak, d'accord? Et on est, comme il a dit notre ami, c'est des différentes phases. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a maturité d'un rassemblement. On ne peut pas aujourd'hui parler, je dirais, d'un mouvement. D'accord? Bien que le nom, il porte le nom Hirak, ça veut dire Itharrak, il est en mouvement. Quand le rassemblement pourrait s'organiser, faire sortir réellement des gens qui vont un petit peu prendre différentes directions dans une spécialité, parce qu'il y a une diversité de problèmes que la société elle est en train de vivre. On n'a pas tous les mêmes problèmes. Aujourd'hui, on est dans le monde d'entreprendre. Il faut savoir que moi, par rapport à la question du durcissement, moi je dirais que je ne vois pas ce durcissement. C'est-à-dire, il n'y a pas problématique. Pourquoi? Parce que l'objectif est commun. Aujourd'hui, tout le monde veut sortir du noir, de l'obscurité, parce qu'il n'y a pas de transparence. On en a marre, comme il a dit mon ami, que les crédits se donnent par coup de fil. Parce que même dans les rassemblements, on entend dire ya Sarraqin, moi je dirais peut-être c'est pas des Sarraqin, c'est une organisation, parce que Sarraq, quelqu'un qui vient, qui prend quelque chose qui n'est pas à lui. Tandis que c'est un monde, c'est des lobbies qui sont partis, qui ont pris par des autorisations, des directeurs qui les attendaient. Bismillahirrahmanirrahim. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Des autorisations qui étaient prêtes et signées et que tout un travail il a été fait. Maintenant, objectivement, toujours dans le contexte de la question, comme il l'a dit Jean-Jacques Rousseau, il n'y a pas peuple qui... Il y a vraiment, je le dis, je l'explique, il n'y a pas peuple que si chacun renonce à tout privilège au profit du bien commun. Ça veut dire, si on n'est pas associé aujourd'hui réellement dans une volonté, je dirais, beaucoup plus populaire et non pas politique, parce que les politiques aujourd'hui, ils sont écartés, ils sont loin. On ne peut pas avancer. C'est l'élément premier pour pouvoir avancer. Les syndicats qui existent en termes de patronat, comme l'FCE, tout ça, c'est, je dirais, quand même... ils ont reçu un coup de fouet extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de marché, de climat d'affaires, par rapport, je dirais, à une catégorie, et je n'oublie pas tous mes jeunes frères qui sont issus de tous les différents dispositifs d'aide à l'emploi, qui sont les micro-entreprises qui viennent de l'ANSEJ, qui viennent du CNAC ou de l'ANGEM, on en a souffert. On en a souffert. Vous dites frère parce que vous faites partie des tout premiers promoteurs ANSEJ. Hein. Il a bien dit, l'entreprise, c'est une famille. Et réellement, le patron et l'ouvrier, c'est une famille. Nous, ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises, on est d'accord. Hein, je veux bien croire. Le secret de réussite, c'est sa phrase. Le secret de réussite, c'est la phrase. Tout dépend de l'éducation, voilà. de l'éducation de la personne. Ouais, on parle de souche, excusez-moi. Pas que, il y a aussi de la gouvernance. Je ne vais pas couper la parole à mon ami. Il y a quelque chose qui est très important. J'aime bien, c'est le moment de parler un langage clair. Oui. Je vais être très honnête avec vous. Nous sommes des universitaires et qui évoluent dans le secteur. Moi, je parle d'un secteur que je maîtrise, le secteur du BTP. Je travaille depuis 1991 en tant que salarié et je suis manager depuis 2009 dans ma propre entreprise, qui a démarré avec une table de cuisine et un laptop. Je vous le dis, peut-être ça ne va pas plaire à notre ami, il y a eu des clubs d'oligarques. On n'a pas eu des patronats. On a eu des gens qui se sont servis à travers leurs relations. Toutes les zones d'activité, on peut donner des chiffres, on peut donner des données. Maintenant, tout ça, on le met derrière. Pourquoi on le met derrière? Parce que nous avons une justice qui doit se libérer pour faire leur travail. Par contre, parlant, il a si bien dit, en saluant le Hirak, nous ne sommes pas là, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas venu ici pour être un guide pour le Hirak. Je suis venu dire que les valeurs de mon entreprise, c'était de payer nos impôts, de déclarer nos ouvriers et de veiller
à la création de richesses. Est-ce que justement, vous n'avez pas une crainte que l'amalgame puisse être fait entre les entreprises telles que la vôtre, comme vous dites, qui est dans les règles de l'art, qui respecte l'ensemble des procédures, qui ne fait pas évader, qui ne crée pas, enfin, qui ne fait pas d'évasion fiscale ni Vous avez bien posé la question. L'amalgame, est-ce qu'il peut être justement fait aujourd'hui entre excusez-moi, on est dans une émission francophone. On dit les vous savez, je vous ai dit, moi, ma fierté, chaque 1er mai, je vous dis, on travaille. Oui. Non, on travaille la matinée, on y va dans nos chantiers, on travaille, après on se regroupe, on se fait une collation. C'est des choses que moi, je n'ai pas créées, je n'ai pas pris de multinationales, je l'ai pris des valeurs de la DNC. Moi, je parle d'un secteur. Où le patron se met avec ses ouvriers. Vous savez, il y a 3 jours, j'ai eu 2 employés qui sont venus me voir pour des demandes de prêt parce qu'ils ont reçu, c'est des jeunes célibataires, un électricien et un peintre. Ils ont eu pour payer la 3e tranche de l'ADL. C'est ça, pour moi, c'est ça la fierté, c'est ça l'entreprise. C'est comment être très content que j'ai un élément qui va bénéficier d'un logement. Cela veut dire qu'il va fondre un foyer. Et moi, j'aurai le mérite d'accompagner cette famille. En espérant bien sûr que l'activité de l'entreprise progresse suffisamment pour que vous puissiez justement aider les travailleurs. Parce que c'est un préalable qui est très important économiquement parlant. Je voudrais qu'on passe maintenant plus en détail par rapport au rapport entre les chefs d'entreprise et le partenaire social. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous ne craignez pas que les travailleurs puissent demain durcir le ton et immobiliser les activités des entreprises? Que vous pensez que c'est quelque chose vers lequel nous pourrions nous orienter, Monsieur Aberkan? Avant tout, je voudrais expliquer qu'est-ce qu'une entreprise et qu'est-ce qu'un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, il faut l'expliquer parce que ce qui se dit dans la société, si ça continue comme ça, et si on n'explique pas qu'est-ce qu'un chef d'entreprise, et quelles sont ses missions, on risque de devenir à un certain moment radioactif. Un chef d'entreprise, c'est celui qui arrive avec une idée, c'est celui qui arrive avec un capital, c'est celui qui arrive avec une organisation. C'est vrai que c'est une famille, mais c'est d'abord une organisation structurée à travers un organigramme, donc une hiérarchisation. Le côté cœur, vous le faites, vous pouvez le manifester, mais quand vous devez aboutir, vous avez un programme et un business plan pour aboutir à un résultat, il y a ce qu'on appelle une organisation. Un chef d'entreprise, c'est celui qui s'engage et c'est aussi celui qui prend des risques. Il faut que les gens comprennent que nous prenons des risques tous les matins que le bon Dieu fait. Et les risques sont parfois incommensurables face à l'administration, face à la réglementation, qui bouge, qui slalome, face à 2 lois de finances par an. C'est difficilement gérable. Alors pour répondre à votre question sur le durcissement du mouvement des travailleurs, je pense que l'intérêt des travailleurs, donc le syndicat, qui est un mouvement de personnes physiques et morales, ayant pour but de défendre les intérêts communs d'une entreprise. Durcir, c'est durcir contre eux. L'entreprise dans laquelle ils travaillent. Il faut bien imaginer qu'il y a un chemin qui doit se faire ensemble, entre la direction d'une entreprise et les travailleurs. Si vous fermez votre entreprise, si vous durcissez le ton, si vous demandez par exemple une augmentation de salaire, il faut qu'elle soit adossée à une augmentation de la productivité. Vous ne pouvez pas réclamer une augmentation de salaire comme si ça allait tomber du ciel, comme si c'était le Père Noël qui tous les matins allait vous ramener une cagnotte à distribuer. Il faut aller vers le bon sens. Je ne peux augmenter mes salaires comme ça s'est passé en 2012. Il y a eu une augmentation de 30% de salaire, mais malheureusement ce n'était pas adossé à une productivité. En fait, qu'est-ce qu'on a créé? On a créé de l'inflation. Voilà, tout simplement. Donc si durcissement il y a, c'est dommage. Parce que ça va empêcher les entreprises à aboutir à leur programme et donc à atteindre leur mission et leur but. J'appellerais plutôt à une concertation, mais à une concertation dépassionnée. Nous sommes en pleine
en plein mouvement émotionnel. Moi, je pense que nous sommes encore dans l'émotion et qu'il faut très très vite revenir à la raison pour stabiliser les choses. Si on continue comme ça, je vous assure et je vous assure 3 fois qu'il y aura des mois très difficiles et très proches où les entreprises ne pourront pas faire face aux salaires. Si ce n'est pas le mois de mai, ça va être le mois de juin ou le mois de juillet, si ça continue comme ça. Vous parlez de tout secteur confondu, tout secteur public confondu. et privé. Alors là, le privé, c'est encore pire. Alors justement, le contexte économique actuel impacte les entreprises, des plus petites aux plus moyennes, hein, les plus grandes peut-être aussi, et surtout quand leurs patrons sont en prison. Aujourd'hui, est-ce que effectivement, voilà, je pose un petit peu la question qu'a suggéré M. Aberkan, est-ce que les entreprises seront demain en mesure de contenir un mouvement social, si tant est il devait se créer, qui consisterait entre autres à demander des augmentations de salaire ou autres. Aujourd'hui, est-ce que les entreprises sont suffisamment loties pour faire face à cette situation? Justement, je m'excuse, mais je reviens un petit peu sur la définition de l'entreprise dans son aspect, je dirais, global et universel. Aujourd'hui, on parle du climat ici en Algérie. Et la notion d'entreprise, on ne va pas la tirer du dictionnaire. C'est-à-dire là, je m'excuse, dans l'appellation elle-même de la forme de l'entreprise. Il faut savoir, ici en Algérie, c'est pas parce qu'on a assis l'un à côté de l'autre, puis il a dit quelque chose dont réellement nous vivons. On parle d'un crédit de 20 millions de dinars. C'est quoi 20 millions de dinars? C'est 10 000 fois rien. Ça m'est arrivé moi-même personnellement. Mais à la seule différence, moi je ne suis pas locataire, je suis propriétaire. Et j'ai même donné des garanties de presque de 800 millions de dinars pour 20 millions de dinars. Je n'oserais pas citer la banque et on n'a pas eu ce crédit. Alors vous vous imaginez, quand des gens prennent des milliards sans donner aucune garantie. Alors la notion d'entreprise, on est en Algérie. On n'est pas en Europe, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas au Canada. Vous avez des preuves qui consistent à dire que des banques ont octroyé des crédits j'ai des preuves, sans garantie? Je ne veux pas citer le nom, c'est des banques privées, hein, pour vous dire, hein, pour ne pas dire plus. Aujourd'hui, la problématique réelle, l'entreprise c'est une machine dans un cadre général. Vous mettez le courant, elle produit. Vous mettez plus de vitesse, elle produit plus. L'ouvrier, c'est lui qui la gère. Le patron, le chef, c'est le gestionnaire, le gérant, le porteur d'idées. Oui. C'est lui qui fait de sorte à se casser la tête, et pas uniquement se casser la tête, casser tout son actif en termes de garantie, en termes de tout ce qu'on peut. C'est même risquer sa famille. Aujourd'hui, est-ce que pas la mutation, mais on va dire les difficultés auxquelles font face tout l'appareil administratif, gouvernement, on sait que on est tous un petit peu dans le flou et on a un gouvernement qui aujourd'hui n'est pas reconnu. Laissez-moi juste finir ma question. On a des institutions qui ont du mal à fonctionner, en tout cas d'après le retour de certains chefs d'entreprise. Aujourd'hui, est-ce que cela fragilise précisément l'entreprise et la met dans la difficulté potentielle par rapport à ses salariés, justement? Des entreprises comme les nôtres, non. Parce que les autres entreprises, je ne suis pas là aussi pour faire l'amalgame, je n'ai pas à citer des noms, ça c'est autre chose. Mais ce que je tiens à dire, et je reviens, c'est très important. Pardon, quand vous dites des entreprises comme nous, c'est des entreprises qui ont pris des crédits, c'est ça? Non, c'est des entreprises qui n'ont pas de crédit. Nous, on n'a pas de crédit. Quand on voulait avoir des crédits pour multiplier nos chiffres d'affaires, pour multiplier notre potentiel, pour créer encore plus de richesses. Donc les entreprises qui peuvent être safe maintenant, c'est celles qui ont travaillé, qui fonctionnent en fonds propres. Il n'y en a pas beaucoup. Pour terminer, nous, on fonctionne par notre propre ressource. Dans le sens propre ressources. Mais globalement, elles ne sont pas nombreuses, je veux dire, les entreprises qui reposent sur leurs fonds propres uniquement. Certes, mais je m'excuse, hein, certes, ça me tient vraiment à cœur. Oui. Aujourd'hui, le Hirak, c'est un mouvement multidirectionnel. Ce n'est pas une question d'un sujet. C'est tout, c'est des médecins, c'est des avocats, c'est des industriels, c'est tout le monde qui est là. Oui. C'est pas un sujet par rapport à un autre. L'ouvrier, par rapport à la question que vous avez posée, il n'est que heureux aujourd'hui
dans des entreprises comme la nôtre. Parce que si aujourd'hui, le débat, il n'y aura plus cette hogara, plus des connaissances pour avoir des marchés, on aura plus de travail, plus l'accès, parce qu'on est plus compétitif, plus sérieux et tout le reste. Oui. Et là, nos ouvriers auront plus de chances aussi à prospérer. En comparaison... Vous êtes serein, on a compris. Alhamdoulilah. Je voudrais, allez-y, Nadir comme c'est un Chalot. débat, moi j'ai beaucoup apprécié, moi, je suis assez pragmatique. Monsieur, il a évoqué une synthèse très professionnelle et très académique. Dans un monde... Voilà. Non, mais mais je voudrais un peu, comme peut-être on n'est pas dans la même catégorie, mais c'est très simple. Il ne faut pas avoir peur du hirak. Les gens qui viennent dire où va le hirak, je vais vous dire, moi je parle aussi, vous avez dit tout à l'heure à 3 fois, soyez sûrs 3 fois, moi je vous dis, l'étudiant, l'avocat, le médecin, le retraité, le travailleur, l'ingénieur, il sait ce qu'il veut. Et croyez-moi, ce n'est pas des gens qui vont aller vers la dérive. Ils savent, les étudiants, qu'ils ne partent pas de l'université en ce moment. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a pris l'Algérie en otage pendant 60 années, sur tout le plan. Et on le vit. On a dit on va parler un langage de citoyen. On parle un langage de citoyen. On ne va plus utiliser la langue de bois. Le hirak, lorsqu'ils disent laissez-nous récupérer notre Algérie et nous allons balayer jour et nuit, nous allons travailler jour et nuit pour remonter la pente. Moi, en tant qu'Algérien, j'y crois. Pourquoi? Parce que personnellement, à mon âge, j'ai 51 ans, je suis sidéré de voir des jeunes de 12 ans, des jeunes de 18 ans, comment ils ont un niveau de maturité sur le plan politique et sur le plan citoyenneté. Sincèrement, c'est ce que personnellement j'ai touché. L'inquiétude, elle est où? La longévité du mouvement, le fait qu'il y ait un flou. Alors, et le fait que la situation ne se stabilise pas, est-ce que c'est ça? Ça ne peut pas être, à un moment donné, un élément qui peut faire peur. Très bien. Mais non pas par rapport à Tbenna, que vous n'avez pas dans le ventre, mais un élément qui peut faire peur aux entreprises. Non, on a évoqué quelque chose, c'est très important. Mais laissez-moi terminer. Maintenant que l'appareil économique, je dis l'appareil économique, y compris les banques privées, les multinationales, et on peut en citer des exemples, même parce qu'on a été des produits, on a travaillé dans les multinationales et on a vu quel était le but. C'était la vache laitière, c'était juste pour prendre des devises et des dollars pour leur pays. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Vous parlez du NAO, le coopérant technique des années 70, ce n'est plus la même pensée. Parce qu'il y avait une élite avant qui ne vendait pas de pays, qui sauvegardait ce pays. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est très important. Au niveau, pour que, si on doit attendre, ils l'ont dit tout à l'heure, je l'entendais, j'ai dit, les étudiants qui sont sortis hier, aujourd'hui, on sortira Fermdan, Fellil, les vendredis, les jours, jusqu'à que ça part. Cela veut dire quoi? Que l'appareil, que si c'est des gens consciencieux, ils doivent partir. Je voudrais écouter la réponse de M. Aberkan. On vous a pourquoi moi écouté, j'ai pas M. peur de Chalot. l'avenir? Vous savez pourquoi? Allez-y, réagissez quand même. Non, je réagis parce que je pense que là, nous rentrons dans un domaine politique. Oui. Nous sortons de l'économique et nous rentrons dans un domaine Mais c'est politique. lié. C'est Et je ne difficile en suis ce moment d'éviter. Oui, hein. c'est Toi, tu as difficile. bien parlé tout à La l'heure. frontière Tu as dit l'Algérie. est assez difficile à déterminer. La politique, je ne suis pas du tout concerné et je ne veux pas non plus m'immiscer. On s'y brûle les doigts si on venait à s'y mettre. Il n'était pas question, cher ami, de faire l'amalgame entre le mouvement des étudiants ou le mouvement des citoyens qui sont dans la rue. Nous sommes également, comme vous l'avez dit, et merci, nous sommes aussi des Algériens et nous sommes tout aussi sensibles au devenir et à l'avenir de notre pays. La problématique d'aujourd'hui, c'est que les entreprises, si elles ne continuent pas à tourner dans un climat apaisé, dépassionné,
elles ne pourront jamais aboutir à au but qu'elles se sont fixées dans le cadre d'un business plan. Il faut savoir aussi que le climat des affaires est des plus austères actuellement. Vous savez, comme nous sommes chefs d'entreprise, qu'un business plan se construit sur 220-225 jours par an. Tout le reste est réservé au week-end, aux fêtes nationales et fêtes religieuses. Sur 225 jours par an, je mets au défi n'importe quel chef d'entreprise pouvant me dire aujourd'hui qu'il a pu atteindre de façon optimale ces 225 jours. Si nous en faisons de manière régulière 170, 175, c'est pas mal. Tout le reste est considéré comme un manque à gagner. Si en plus de ça, ça c'est la normalité algérienne, on ne peut pas s'en défaire. Si en plus de ça, nous devons encore subir, c'est la marche de l'histoire, je vous l'ai dit au départ, encore subir un ralentissement de l'activité productive. L'activité productive, c'est elle qui crée de la valeur. Cette valeur est redistribuée en salaire. Il faut bien payer la Caisse nationale de sécurité sociale. Il faut bien payer la CASNOS pour ceux qui sont affiliés à la CASNOS. Il faut bien cotiser à la Caisse nationale des retraites pour ceux qui attendent leur retraite en fin de mois. Si l'activité de l'entreprise est freinée et parfois stoppée dans certains cas, comme je l'ai vu chez Tociali ou ailleurs, où on assiste même à des entreprises qui sont brûlées, c'est grave. C'est notre rôle de patron à alerter les pouvoirs publics de ce qui se passe et d'améliorer le climat des affaires. Ce n'est pas facile par les temps qui courent, mais en aucun cas, je ne remets en cause le Hirak, puisque nous en faisons partie par nature. Alors justement, vous faites bien d'en parler. Il y a eu cette expérience terrible pour l'entreprise Yukos qui a été en partie brûlée et c'est parti en fait d'un mouvement de protestation de la population locale qui habite dans la région, qui donc en manque d'eau et ça s'est terminé par un mouvement qui donc a pénétré à l'intérieur de l'usine et qui a brûlé une partie de cette entreprise. Aujourd'hui, il y a lieu de penser que les choses peuvent aller dans le mauvais sens par rapport aux entreprises. Et pas seulement les TPE, on parle aussi des moyennes et des grandes entreprises. Elles emploient aussi et elles produisent aussi. Si vous permettez, je profite parce qu'aujourd'hui, il y a une, je dirais à mon sens, à moi, vous avez parlé des interpellations pour revenir à la question ici. On voit aujourd'hui se défiler des grands chefs d'entreprise qu'on appelle et on les voit au barreau de la justice et tout le reste, et quand on voit le Hirak où le peuple appelait les gens, c'est-à-dire qu'il faut les mettre en prison, moi je profite de ce plateau, la grande erreur, il faut bien comprendre, moi je ne voudrais pas qu'ils partent en prison ces gens-là, je ne voudrais pas. On a eu déjà, sans oublier des cas pareils comme Khalifa et Tonic. Qu'est-ce que ça nous a ramené à la prison? Moi, je voudrais qu'il y ait des juges qui puissent forcer et juger et donner carrément, je dirais, ce verdict. C'est comme les travaux forcés. C'est ce délai de forcer ces chefs d'entreprise à aller rembourser tout ce qu'ils ont déjà dilapidé. De forcer ces chefs d'entreprise à aller rapatrier tous ces devises. Et il y a un moyen de le faire. Bien sûr qu'il y a, les moyens, ils sont technologiques par rapport à notre justice et des moyens, je dirais, mécaniques. Aujourd'hui, même la justice, elle a évolué et j'espère qu'on va voir, aujourd'hui, il y a des prisons et des bracelets électroniques qu'on n'a pas besoin de mettre une personne dans la prison. Ça veut dire que ce que je veux dire aujourd'hui, c'est une erreur aujourd'hui. Parce que le peuple, il a envie, les ouvriers de ces entreprises, des entreprises très très grandes qui ont pris vraiment des crédits très très importants. À quoi ça va me servir que ces patrons, que ces dirigeants qui font partie de certains lobbies vont être dans des prisons? Moi je dirais la pire des prisons, c'est de le forcer aux travaux forcés, de lui dire il faudrait que tu récupères tout l'argent que tu as dilapidé. Il est mieux placé que n'importe qui pour savoir là où il a mis. On n'a pas, comme il a dit notre ami, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on ne peut pas aujourd'hui perdre plus de temps. Autre chose qui est importante,
On parle, nous, en tant que chef d'entreprise, on est qui, nous? On est du côté formel ou du côté informel? Vous savez ce qui représente aujourd'hui l'informel? C'est un monde qui est très très important. C'est vrai que dans le hirak, s'il persiste comme ça va profiter à qui? Toutes les entreprises aujourd'hui qui payent leurs impôts, qui déclarent tout ça, ça va nous toucher plus que les gens qui sont dans l'informel. Oui, parce qu'il y a une forme de laisser aller à tous les niveaux. Bien sûr, ils vont encore plus prospérer au dépit des entreprises, je dirais, qui travaillent, qui déclarent, qui font le tout. Alors, il est plus qu'important de ne pas refaire les erreurs du passé. Oui. Votre point de vue par rapport à cette question, Nadir Chourouk, par rapport justement à cette purge des milieux d'affaires proches de l'ancien président? Je partage l'inquiétude de mon ami qui est aussi opérateur. Ce qu'il y a, c'est que, vous savez, des fois dans la vie, il faut revenir à la position zéro pour remonter et revoir. Vous savez, une entreprise, je comprends parfaitement, mais je vous dis, on doit fonctionner comment? On doit continuer dans la même méthodologie, l'état d'esprit, ou on doit revoir carrément de fond en comble le mécanisme de la gestion de l'État. C'est quoi la gestion de l'État? C'est que sur le plan économique, nous sommes plus importants qu'un ministre et qu'un wali. Parce que nous sommes des créateurs de richesses. Permettez-moi, Nadir Chourouk, sur le plan de la cohérence du débat, je souhaiterais qu'on continue sur la question pour que les gens puissent comprendre, parce que là, il y a une dichotomie. M. Hamda a répondu, et puis là, vous êtes en train de répondre à ce qu'a dit tout à l'heure M. Aberkan. Non, j'ai peur. Non, il est très important que nos téléspectateurs puissent suivre le débat et puissent comprendre. Alors, je ne suis pas contre que vous puissiez répondre, hein, bien entendu. Mais je voudrais qu'on continue pour être dans les 5 minutes de l'émission. Je veux revenir toujours sur l'aspect... Par rapport à cette purge des hommes d'affaires proches du clan de l'ancien président Bouteflika. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a, est-ce que la méthode, on va dire, qui est aujourd'hui pratiquée, va dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Voilà, en tant que chef d'entreprise. Moi, je vous réponds, autant que chef d'entreprise, autant que citoyen. Et je ne vais pas accepter qu'on dirige un peu ma pensée. On en a parlé tout à l'heure, puisque même Canal Algérie et le 1TV a changé. Parce qu'on a vu des journalistes dehors revendiquer... Non, mais je vais quitter le plateau, je vais vous laisser faire le débat tout seul. Excusez-moi. Alors, ce qui est important pour moi, je vous dire, vous savez, je ne pourrais pas venir, moi, je suis qui pour venir dire pourquoi tel a été mis en prison et tel a été mis en prison? Pourquoi moi, je suis dans l'instruction, je suis dans la magistrature. Vous êtes citoyen, vous avez un point de vue au moins. Laissez-moi vous dire, il faut que maintenant, chacun, il y a des choses qu'on doit maintenant, moi j'allais laisser pour la deuxième partie, il y a des choses qu'on doit maintenant, que chacun s'occupe de ses affaires. Que chacun maintenant s'occupe de ses affaires. C'est quoi s'occuper de ses affaires? Moi je ne suis pas d'accord, un coiffeur qui est en train de coiffer un citoyen et qui parle de 107 et 102. L'article de la Constitution. Je ne suis pas d'accord. Vous savez pourquoi? Parce que il y a des gens qui sont spécialistes dans ce domaine. Ce n'est pas moi. Maintenant, une chose qui est claire, ce qui se passe au niveau de la justice, moi, je le dis, je suis très confiant que maintenant, nous avons, je l'espère, que nous avons une justice qui s'est libérée et qu'elle fait son travail correctement. Que les chefs d'entreprise, je parle d'individus qui ont failli, et je l'ai dit il y a l'année 2018, dans votre plateau m'avait invité, on a évoqué un sujet. C'était une réunion de tripartite économique. J'ai dit que si un chef d'entreprise il a failli, qu'il assume ses responsabilités. Maintenant, le souci de l'entreprise et la mentalité du travail, je vous approuve qu'on doit, on doit réfléchir, on doit veiller à l'intérêt des entreprises et de l'appareil économique. Mohamed El Sreha Aberkan, est-ce que vous pensez que cette méthode, voilà, je répète la même question, cette purge, ces hommes d'affaires qui sont traduits en justice, ceux qui sont frappés par des interdictions de sortie de territoire, est-ce que cela est en train d'avoir un impact sur le moral? Et quand on parle de morale de chef d'entreprise, ce n'est pas pour savoir s'ils sont contents ou pas contents, c'est pour savoir sur le plan entrepreneurial, est-ce qu'ils arrivent à continuer à tenir leur entreprise, à investir, à maintenir leurs projets et la cadence aussi?
Alors, je suis un républicain convaincu, très attaché aussi à la séparation des pouvoirs, c'est la base de ma formation. Et je suis aussi très attaché, fortement attaché à la présomption d'innocence. Ce qui se passe aujourd'hui, non pas nous inquiète, mais nous inquiète gravement. Ce sont des sujets délicats. Pas question de rentrer dans le sérail de la justice, puisque je viens de vous dire que j'étais pour le principe de la séparation des pouvoirs. Ça apporte quoi? Ça met en place un climat délétère, un climat anxiogène. Pour certains chefs d'entreprise avec lesquels je discute tous les jours, dans leur esprit, c'est le shutdown, le blocage total. Ils ne savent plus comment faire. A fortiori, ceux qui sont dans le secteur public. Maintenant, dire que telle personne... Pour l'instant, n'ont pas été dérangés, hein, pour l'instant. Oui, pour l'instant, mais vous avez un climat. Vous savez, pour exercer vos fonctions quotidiennes, il vous faut ce qu'on appelle le climat de confiance. Si la confiance est rompue entre le gouverné et le gouverneur, enfin celui qui gouverne, vous n'avez plus la même aisance de travail. En plus de ça, vous avez une société qui ne comprend pas qui vous êtes. C'est pour ça que j'ai dit il faut expliquer qu'est-ce qu'un chef d'entreprise, quelle est sa mission. Il vient avec son capital, avec ses idées, et il prend des risques tous les jours. Donc il ne faudrait pas faire l'amalgame où tous les chefs d'entreprise sont des voleurs, tous les chefs d'entreprise sont des prédateurs, tous les chefs d'entreprise sont des personnes qui transfèrent des devises à l'étranger. Et même là, il faut le prouver. C'est très facile de le dire dans la société. J'aime pas trop la rue est un espace. C'est la société qui s'exprime dans la rue. Il faut aussi le prouver. Est-ce que le climat des affaires en Algérie est fait de telle sorte, on le dit souvent, en tout cas les opérateurs le disent souvent, il est fait de telle sorte qu'il amène parfois, voire souvent, les chefs d'entreprise à avoir recours à des méthodes non conventionnelles. Ils sont obligés d'accepter de ne pas facturer lorsque leur interface refuse la facturation. La fraude, ce n'est pas quelque chose qui est complètement honni d'une entreprise quand c'est une entreprise algérienne. Est-ce que c'est juste de le dire? Alors écoutez, notre économie est terriblement frappée par le secteur informel. Je n'ai pas de chiffres et je ne me hasarderai pas à vous en donner. Le secteur informel domine énormément sur la sphère économique de notre pays. Le problème, ce n'est pas le chef d'entreprise, c'est un problème de gouvernance. C'est à ceux qui dirigent le pays de mettre un terme à tout ça. Oui. Et nous en sommes, pour ceux qui travaillent dans la légalité, nous en sommes victimes. Vous avez des gens qui arrivent au guichet du service commercial de vos entreprises qui vous disent « je veux bien acheter chez vous, mais ne me donnez pas de facture ». Alors, vous allez lui opposer la loi. Il va vous dire « ok, je m'en vais ». Pendant ce temps, votre entreprise doit tourner. Et vous Elle doit engranger de la ressource. Oui. C'est justement ce que disaient nos amis tout à l'heure à propos du crédit. Le crédit n'est pas une tare. Le crédit est un moyen de financement de l'économie nationale, est un moyen de financement des entreprises. Ceux qui ont des crédits, ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont des crédits sont des bandits ou sont des personnes à incarcérer. Oui. Non, ce n'est pas le bon motif. Donc, pour revenir à votre question, oui, parfois nous sommes confrontés à des situations inédites, à savoir où le marché informel nous asphyxie. Et peut-être nous sommes parfois même amenés à flirter avec pour sauver nos entreprises. Oui, ce que je pourrais, je dirais, rajouter en termes de chiffres, tout ce que je peux vous dire, aujourd'hui on parle de plus de 165 milliards en termes de PIB, dans le sens formel. Par rapport à l'informel, ça pourrait représenter presque 50%. C'est monstre ça. Et si on revient aussi au qualificatif de l'entreprise, il faut voir que pendant ces 20 dernières années, on ne parle pas de 60 ans, parce que même les régimes, ils ont changé avec les gouvernants. On a bien vu l'émergence des gens qui sont venus de nulle part, qui existent aujourd'hui, qui ont eu des facilitations quand même, et qui sont partis très très loin. Vous savez, quand vous dites aujourd'hui respect à l'entreprise, c'est vital, moi je ne suis pas le juge, hein, monsieur Albarat, quand on dit c'est le numéro 1, il faut savoir que le numéro 2 n'est pas 2.
en termes de quantification et de chiffres. Parce que le 2, proportionnellement, il est au chiffre 10. C'est-à-dire pour arriver à faire 4,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec tout ce qu'il est en train de faire, pour moi, c'est une entreprise positive. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, mais pour moi, c'est positif. Je ne suis pas en train de faire la publicité de M. Herbara. Mais juste pour vous dire, je reviens toujours au mal, la différence. Aujourd'hui, tout est lié à la différence. Le climat d'affaires. Quand vous parlez de prospects, aujourd'hui, la loi qui puisse nous permettre de prendre des marchés, la commande publique. Le marché public. Les marchés publics. Parce que toutes les entreprises qui ont émergé, le pain, il est clair et net, il est chez un seul boulanger. On n'a pas une diversité de plusieurs boutiques. Ça veut dire que ces gens-là ont fait leur richesse, je le dis, je le répéterai, grâce à des connaissances, grâce à un certain climat qui s'est instauré, qui n'a pas donné, je dirais, la facilité à d'autres personnes. Et c'est ce qui nous fait mal, et c'est pour ça qu'on revient. Pourquoi c'est venu ce Hirak, et là où est-ce qu'on va partir? Alors justement, Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major, vice-ministre de la Défense, il dit notre pays sera assaini définitivement de la corruption et des corrupteurs. Il dit que cela va se faire plus vite que prévu, c'est-à-dire que ça doit se faire très rapidement, que le règlement de ces affaires, il dit qu'il a des dossiers d'affaires de spoliation de montants faramineux. C'est ce qui est venu dans son discours. Et il dit que ces affaires seront jugées très vite. D'abord, est-ce qu'on est en mesure de croire, encore une fois, puisqu'on est dans les suppositions, que les chefs d'entreprise, de manière générale, aujourd'hui, soient dans transi de peur, finalement? Est-ce qu'il y a la confiance suffisante qui permet de croire que demain, comme vous disiez vous, d'être à l'aise, de ne pas avoir peur, ou au contraire, d'attendre qu'un coup près leur tombe sur la tête? Si je puisse me permettre, moi j'adore cette question qui est aujourd'hui populaire sur tous les... On parle de M. Gaïd Salah, je dirais le général-major, le corps d'armée aujourd'hui, que je salue. Il n'y a pas problématique parce qu'aujourd'hui, pauvre nous le peuple. Pauvre nous le peuple. D'accord? Le seul élément ou la seule institution qui reste debout, c'est bien l'armée. Ça veut dire aujourd'hui, tout ce qui peut venir de cette institution à sa tête, et c'est toute une équipe, même à sa tête, le corps d'armée, c'est toute une équipe, on n'a pas le choix. Maintenant, la question qui est posée, cette institution, quel est l'outil qu'elle utilise pour rassurer, nous, le peuple? Vous dites la répression ou un petit peu le contrôle? Parce qu'il y a un boom, en fraction de seconde, c'est toute une mouvance qui s'est dirigée vers ces hommes d'affaires, et je dirais ce contrôle, ces enquêtes et des tout personnalités ça. politiques et des personnalités aussi, politiques et tout le reste. Maintenant, moi je suis civil, l'armée et les militaires. Elle a des outils de renseignement. Ces outils de renseignement, ils existaient bien de belles depuis très très longtemps, même dans le civil. Au niveau de la justice, sûr, au niveau de la direction du renseignement. Je partirai beaucoup plus loin, et je m'excuse, je le dis avec respect. Moi je dirais, on n'a même pas besoin de faire des enquêtes parce que ces enquêtes ont déjà été faites depuis très longtemps et ils existent dans des dossiers, il ne faut pas se mentir, il faut juste aller les tirer des tiroirs et les mettre sur la table. Ils sont c'est quelque chose qui ficelés. était connu depuis longtemps. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, apparemment, il est temps de les sortir des tiroirs. Nadir Chrouk. On fait partie. Il y a quelque chose. Vous êtes bien renseigné, c'est formidable. Je suis bien renseigné. Non, il y a quelque chose. Fais partie. Je voudrais dire quelque chose. Vous savez, l'Algérie de futur qu'on n'a pas pu construire en 62, on ne doit plus avoir de zaïm, on doit avoir des institutions. C'est ce que la rue réclame. On doit avoir des mécanismes, des institutions où tout le monde peut évoluer sainement. Et une éducation de qualité, de l'économie. Vous savez, si on était, vous avez si bien dit tout à l'heure, comment on peut gouverner et en parallèle, j'ai 80% de l'informel qui gère mon économie. Je ne resterai pas si je n'en suis pas capable d'éradiquer cet informel. Comment on peut gouverner et qu'on a 2 millions de jeunes au chômage? Comment on peut gouverner?
Alors, la rue... Il y a eu des tentatives. La rue... Il y a eu des tentatives. Excusez-moi. Mais elles n'ont pas abouti. Excusez-moi. Il y a eu de la poudre aux yeux. Permettez-moi peut-être d'être un peu cru. Il y a eu de la poudre aux yeux. On a enrichi certains au détriment d'une société. Monsieur, tout à l'heure, j'ai vu sur une chaîne de télévision, je pense A3, j'ai vu il y a un document, je peux vous le montrer, j'étais hier en réunion au niveau de la CNAS aussi, des retraités meurent de stress parce qu'ils ne savent plus quoi faire, ils n'ont rien, aucun espoir. Ils sortent avec des retraites misérables, ils sont jetés dans des placettes. Et on en parle. Donc vous apportez de l'eau à mon moulin, il faut que l'entreprise se relance. Alors oui, mais attendez, comment elle va relancer? Comment elle va relancer? Comment elle va relancer? On doit écouter, on doit écouter le Hirak. Ils continueront. Attendez, plus qu'on prend du temps, on doit écouter le Hirak, qui est très simple. Le peuple est souverain. On veut le départ de certains, il faut qu'ils partent. Point. Maintenant, celui qui n'a pas confiance, moi je suis aussi une entreprise. Et je vous dis, j'ai en tant que tel. Oui, j'ai confiance au bon Dieu qui a pu, c'est Rabbil Alamin, il n'y a pas autre chose. Pour moi, il n'y a personne qui est derrière. Et deux, celui qui n'a pas confiance à ce Hirak, il n'est pas algérien. Alors justement, une dernière question avant de clore le débat. On me dit qu'il reste quelques minutes avant la fin. Est-ce qu'il y a des filières d'activité qui sont plus fragiles que d'autres, qui étaient déjà fragiles avant le 22 février, qui risquent de l'être encore davantage demain et qui risquent aussi de disparaître. Alors, on parle du secteur du bâtiment qui lui, apparemment, souffrait déjà avant, bien que la planche à billets a fonctionné pour pouvoir payer les entreprises de bâtiment, apparemment. Elles sont nombreuses à ne pas avoir été payées, puisque l'AGA dit que les situations 2018-2019 n'ont pas été réglées et que 1360 entreprises BTPH ont cessé de travailler. 3000 entreprises risqueraient de fermer. Est-ce que vous voyez aussi d'autres secteurs qui peuvent être aussi fragilisés ou disparaître? Allez-y, monsieur Hamamda. Moi, je dirais, je demanderais la permission à mes amis de prendre un petit peu plus de temps sur... Non, c'est pas possible, il nous reste juste quelques minutes. Moi, de cœur, moi je le dis, pas personnellement, mais on souffre. Moi, je parlerai toujours de cette micro-entreprise. Vous savez qu'il y a 2 jours de cela, moi-même, je suis parti au ministère du Travail pour demander audience pratiquement à ce ministre pour lui dire d'arrêter toutes les poursuites de cette micro-entreprise, les saisies, les interpellations, tout ce qui est en train de se faire. J'ai eu une réponse. Vous pensez que les ministres actuels sont en mesure de prendre une décision pareille? C'est ça la problématique. Votre permission, j'utilise le plateau de donner un appel, parce que lui-même le dit que c'est pas moi. Le ministre du Travail dit que c'est pas moi, tant mieux. Il me dit que c'est pas moi, c'est le ministre des Finances. Il faut saisir le ministre des Finances. Parce que c'est vrai que toutes les micro-entreprises, le crédit, c'est financier. Je dis d'accord. Mais j'ai même dit qu'on est capable, nous les jeunes, de venir devant votre ministère, de vous prendre en voiture et monter à Ben Aknoun au ministère des Finances. Bien qu'on voit aussi d'autres ministres qu'on ne les laisse pas travailler. Mais à cette cause-là, on lui demande de faire le maximum parce qu'on a des femmes mariées qui sont en train de divorcer. On a des gens qui se sont suicidés par rapport à ces crédits. Alors je vous en supplie. Crédit en sèche. Crédit en sèche, knack en jam. Je vous en supplie. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est le bon timing? Le ministre des Finances actuellement a été c'est pas une question de timing. Et traduit en justice pour des affaires de dilapidation de deniers publics. C'est encore pire. Oui. Comment on a laissé des chefs d'entreprise prendre des centaines de milliards sans les poursuivre et on se réveille aujourd'hui et laisser tomber une micro-entreprise qui existe depuis plus de 20 ans pour 500 000 dinars, 2 millions de dinars, moins de 10 millions de dinars, on est en train de les saisir, de faire, vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est une perturbation de toute une société de jeunes et de familles. Parce que le chef d'entreprise qui était hier, aujourd'hui, il est marié, il a des enfants. On touche à cette société-là. Et on demande à travers ce plateau-là d'arrêter toutes ces saisies,
toutes ces poursuites. Combien de projets aujourd'hui sont en difficulté par c'est rapport magnifique au la question. Alors là, elle est rapidement, adorable et pour qu'on magnifique. passe aux autres invités. Je m'excuse. L'ancien ministre, il disait d'un taux de réussite de 95%. C'est le mensonge extraordinaire. Sur 1 200 000 micro-entreprises créées, l'ANSES, c'est presque 450 000 micro-entreprises. Il faut arrêter ce mensonge, ces chiffres statistiques. Oui. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté. Pendant cette période-là, ils sont touchés plus que n'importe qui. Un ratio, combien environ? L'État dit 95, c'est un mensonge. Vous partez dans n'importe quelle banque, vous lui dites combien de personnes ils ont remboursé, ils vont vous donner un chiffre de 30 à 40, maximum 50%. C'est grave. Oui. Alors je vous en supplie. C'est lié au climat des affaires. Justement, pendant cette période-là, le climat des affaires, le mauvais climat des affaires et cette hogara des grands chefs d'entreprise qui ont raflé tous les marchés. Je l'ai dit dans ce plateau, monsieur, je l'ai dit dans ce plateau, je ne suis pas contre Haddad, moi, sans rentrer dans les détails. Ça y est, vous avez cité son nom. Non, trop tard, pour vous dire, mais je préfère avoir 10 Haddad, pas un seul. À la seule différence, quand un Haddad construit un building, il ne donne pas la sous-traitance aux Chinois, aux autres nations, et moi qui est capable de faire un robinet, faire du carrelage, faire la micro-entreprise, le rôle de cette petite entreprise, on n'en a pas eu droit. C'est ça le climat Il reste d'affaires. encore 2 minutes. J'aurais bien voulu vous laisser parler encore. Je m'excuse. La compétition et la compétitivité. Moi, je voudrais dire quelque chose. Par rapport au secteur fragile. Je suis dans un secteur qui est très touché, qui est le secteur BTP. Ce matin, on parlait avec mes ouvriers, on parlait de l'avenir. J'ai même parlé de la gestion du gasoil ce matin. On n'a que 70 salariés. On disait, attention, maintenant l'avenir, c'est 3 mois, on doit gérer. Mais c'est un esprit, il faut faire participer l'employé à la responsabilité de la gestion de l'entreprise. 2, vous savez, l'avenir, moi je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que nous avons un grand pays qui doit être construit, qui doit être entretenu. J'ai parlé dans ce plateau l'année passée que dans les métiers de la maintenance qui relèvent du secteur de l'habitat, tels que l'aéroport, la mosquée, l'ADL, etc., on peut créer immédiatement 500 000 postes de travail dans les métiers. Malheureusement, même les centres de formation ne les font pas. Vous savez pourquoi? Et ces filières donc très fragiles, parce que le temps est pratiquement écoulé. Rapidement, les jeunes refusent. Les jeunes, ils disent on veut plus ce travail salissant, non valorisant, parce que les gens peuvent avoir des crédits de téléphone. Ou Aïch Khermeni. Pourquoi pas moi? Le fils de Flaine ou le fils de Flaine, il sort de Morité, Stawali, il fait ce qu'il veut. Alors je vous dis clairement, il ne faut pas avoir peur, ça va changer. Ils vont partir. Et le dernier mot est pour vous, Mohamed ASP Aberkane. Pour la précédente question... On n'aura pas eu la réponse de Nader Chourouk, mais ce n'est pas grave. Pour la Allez-y, c'est la précédente fin de l'émission. question, je suis attaché à la séparation des pouvoirs et laisser chaque institution accomplir ses missions en toute sérénité. Pour revenir à la dernière question, quel est le secteur qui est le plus fragile par rapport à un autre? À partir du moment où l'Algérie est triste et fragile, tous les secteurs sont tristes et fragiles. Peut-être qu'à des degrés différents, vous avez l'agroalimentaire et le secteur du médicament. Il faudra toujours se soigner et il faudra toujours se nourrir. Mais le secteur le plus frappé, c'est effectivement celui qui est lié au BTPH, donc au secteur du bâtiment. Janvier, février, mars sont déjà des mois traditionnellement morts à cause de la fermeture des trésors et de l'allocation budgétaire aux différentes wilayas. Et ça se débloque en général à partir du mois d'avril. Cette année, on n'aura pas l'occasion de vivre le déblocage puisque le mois d'avril vient de se terminer et il n'y a rien eu jusqu'à maintenant. Et à rappeler que cela draine tout un ensemble de tissus d'entreprises qui travaillent dans le bâtiment et elles sont nombreuses, ces entreprises-là. L'impact dans tout ça, c'est notre pays à l'extérieur. Nous avons eu du mal à redonner de la confiance aux IDE. Comment voulez-vous aujourd'hui, avec la situation que nous traversons, que nous vivons et qui risque de perdurer si on ne trouve pas de solution immédiate, ce sera du perdant-perdant.
Voilà. Merci Mohamed El Berkan d'avoir été des nôtres. Merci à vous Abdelatif Ahmemda. Merci à vous Nadir Charouk. Merci d'avoir accepté l'invitation quand on sait qu'actuellement les chefs d'entreprise voilà, sont très exposés. Merci d'avoir été des nôtres pour faire ce débat. Il était important pour nous de vous faire écouter les chefs d'entreprise et voilà, vous donner leur vision. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Pour revoir cette émission, si vous avez pris en cours de chemin, la rediffusion est prévue demain sur notre chaîne entre 11h et midi. Sinon, le replay sur la chaîne YouTube de Canal Algérie jeudi après-midi. Très bonne soirée à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Habituellement, pendant le mois de Ramadan, cette émission s'interrompt. Mais actualité oblige, on vous accompagne et on sera là pour vous servir et vous éclairer sur l'actualité économique et politique qui se déroule en Algérie. Très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.